Et dernier invité, Orelsan. Ça va? Salut, ça va et toi? Qui es-tu? On ne te connaît pas, en fait. Pas besoin de te présenter, je pense que les gens te connaissent. Mais on a une heure avec toi, donc c'est Ouais. très très sympa. Et on s'est dit qu'on allait profiter de cette heure pour parler d'Yoroi et des films que tu nous as dit de regarder. Ouais. Et on prévient, on va spoil Yoroi, Ouais. comme ça on peut parler d'un peu tout. Il est encore en salle, allez-y. Il est Ouais. bien, moi j'ai bien aimé, étonnamment, j'avoue. Ouais, bah c'est pour ça que je suis là. Tout le monde est Maintenant c'est fini, ils vont dire, je vais dire des bonnes choses d'un film, ils vont dire, tu les veux en Ah ouais, invité. ouais, c'est vrai. Tu viens de faire ma carrière. Merde. Non, bah merci à toi. Et bah écoutez, on peut commencer par Yoroi. Est-ce que tu peux parler un peu de le ressenti de la sortie du film, comment t'as vu un peu les premiers retours, ce que ça fait d'avoir un film en salle comme ça qui a été important? Bah écoute, c'est ouf déjà parce que c'est un travail de 4 ans. Moi, mon dernier film, c'était il y a 10 ans, donc c'était Commencer loin. Là, c'est pas moi qui ai réalisé Yoroi, c'est David Tomaszewski qui l'a réalisé. Donc David qui fait mes clips depuis peut-être 15 ans. Donc c'était un truc qu'on avait dans la tête depuis énormément de temps et c'était excitant, quoi, le fait déjà d'arriver au bout du film, de le sortir. Et franchement, c'est cool, on a plein de bons retours. C'était hyper chargé, quoi. D'habitude je fais pas trop de promo et là j'étais content de venir parler du film, de venir le défendre, d'expliquer un peu la démarche derrière et franchement je suis archi content, quoi. Et puis en plus c'est un truc qui évolue un peu parce que c'est un projet en 3 volets où il y a aussi l'album qui est un peu comme si c'était des scènes coupées du film. Et il y a aussi la tournée derrière qui va encore rajouter une couche et développer ce projet. Donc pour moi, je suis encore en plein dedans, quoi. Ok, mais t'es soulagé du coup? Au moins il est sorti, il y a ce truc. Ouais, carrément. Bah là, j'en suis même pas à faire des bilans, tu vois. Ouais, oui, ouais. Bah, il est encore en salle, Ouais, t'as c'est le temps. ça. Et puis après, il y a encore la VOD, il y a encore quand ce sera en plateforme et tout. Donc, Et justement, est-ce que c'est aussi, vu que ça se passe au Japon, est-ce que c'est un film où tu vises un peu plus l'international comparé à Commencer loin? Qui peut-être était plus franco-français, entre guillemets. C'est vrai, j'aurais bien aimé. C'est vrai qu'en plus, Commencer loin, ma rêve, c'était vraiment faire un film français. Tu vois. Mes rêves, c'était du Michel Blanc. Mais un peu même sur Yoroi. Mais c'est vrai que le côté inter, on aimerait trop, bien sûr. Parce qu'en plus, je pense, film un peu genre avec des monstres et tout, ça pourrait marcher. Parce qu'il y a un petit cast japonais et tout. Après, on l'a quand même fait pour la France. Mais forcément, il y a toujours ce petit rêve. Mais bon, ça, c'est pas trop de notre ressort, quoi. D'accord, c'est pas un truc que vous avez eu l'envie d'exporter avant la sortie française? Non, je pense. Enfin, pas vraiment. En fait, je pense que si on avait voulu l'exporter, il aurait peut-être fallu le faire en plateforme directement. Okay. Mais nous, là, on avait vraiment envie de faire un film de cinéma, quoi. Et après, en vrai, est-ce qu'il y a vraiment des films dans d'autres pays qui percent avec genre, on va dire 80%, enfin 90% en français et tout? Je pense que c'est pas très réaliste, quoi. Ouais, surtout du rap en plus. Ouais, c'est vrai. Il y en a un peu dans le film et tout, c'est vrai que c'est une culture qui est difficile à exporter, quoi. Bah Le ouais. texte, Après, moi, il y a des films de rap. Par exemple, il y a un film qui s'appelle Tokyo Tribe, qui est un film coréen. C'est un manga japonais, mais c'est un film coréen où c'est que du rap en coréen et que je trouve hyper cool. Mais bon, après, ça reste un peu de la niche. Mais j'aimerais trop que ça s'exporte, tu sais, sur ces niches un peu, films monstres. Ouais. Ce serait, mais cool. j'avais cette question, mais tu regardes des biopics musicaux de Ouais, temps quand en temps? même. Ouais, Parce qu'il y a cette renaissance depuis Bohemian Rhapsody. Bon, nous, on n'est pas très fans de ce genre de film. Il est pas terrible. Il y a 2-3 bonnes scènes que j'ai bien aimées dans Bohemian Rhapsody, genre à un moment où il lui dit attends, mais tu veux qu'on fasse du disco? Et ça m'a fait repenser à Queen en me disant ah ouais, ça c'est du disco pour eux. Enfin bref, mais Bohemian Rhapsody, non, il est pas ouf. Le Elton John, il était pas ouf. T'as aimé le Elton John? Tu l'as bien aimé? Ouais, moi j'ai bien aimé. Sérieux? Ouais, avec Tony Jordan et tout. Ouais. Ah ouais. Moi, j'ai pas Il y aimé. avait Nikat qui est sorti cette année. Ah, j'ai pas vu. Avec tu sais, le groupe, et en même temps ils ont fait un film biopic un peu Commencer loin, mais en version trash, quoi. Drogue, sexe, ce genre de truc, quoi. Le Bob Dylan était bien, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ah ouais? Ouais, Ah ouais, Il y en a eu deux. Non, comment il s'appelle? Joy Division, Control. Ouais. Control, il est hyper bien en biopic de film. Ouais. Assez tragique, en plus, très Ouais, nihiliste, hyper forcément. bien. Après, biopic, non, c'est des docus, quoi. Mais c'est vrai que là, en fait, David, parce que c'est lui le réal, donc il y a quand même une partie où c'est vraiment des choix de David. David, lui, c'est vraiment le sujet de la célébrité, c'est vraiment un sujet qui le touche, quoi. Ouais, non, bon biopic. Moi, je conseille Nicap, il vaut le coup. Je pense que tu vas aimer l'énergie du truc et c'est intéressant. Moi, je connaissais pas le groupe avant. Tu mentionnais en off Elvis.
Ouais, du coup, c'est moi qui. Tu vois qui Ouais, c'est ça. ouais. Bah, Elvis, déjà, c'est l'un des meilleurs biopics. Étonnamment, parce que le personnage, il est discutable. Ça veut dire que dans la vraie vie, c'est pas une personne qu'on va C'est ça qui est apprécier. intéressant dans le film. C'est ça qui est intéressant. C'est pour mais- ça d'ailleurs qu'il a souvent été vu en double feature avec Priscilla. Ouais, exactement, pour adoucir un peu le truc. Mais après, le film en lui-même, il est tellement bien réalisé. Genre, comme je l'ai dit tout à l'heure à Orelsan, moi, je l'ai vu 3 fois, le film Elvis, et j'ai vraiment aimé. En fait, ça motive. Ça donne l'impression que on doit pas abandonner nos rêves et tout. Et après, il y a aussi le biopic... celui de Dalida, il était vraiment pas mal. J'ai pas vu, ok. Il était vraiment super bien réalisé, etc. Ça met en avant son côté un petit peu tourmenté, tout ça, machin. Et en termes de biopic, même si je déteste le personnage, celui de Claude François, il était très réussi. Mais Très, très justement réussi. parce que il est pas vu comme un gars tendre, quoi. Ouais, Dans non, le du biopic. tout. Mais ils l'ont super bien fait quand même. Hein. C'était pareil, en mettre une star qui réussit, quelqu'un qui est parti un peu pas de rien, mais sur qui on misait pas forcément, en fait. Il est devenu quelqu'un et tout. Bah, c'est Ça, ça c'est qui bien. est intéressant aussi dans Yoroi et dans tous les projets que tu as fait un petit peu, c'est que ça parle du personnage Orelsan et ça n'a pas peur d'aller dans les névroses qui sont représentées par ces monstres justement dans le film. Et moi j'ai une question par rapport à ça parce que je trouve les monstres ils sont vraiment inventifs, c'est l'une des meilleures parties du film avec la stripteaseuse, danseuse, serpent, je trouve que c'est top avec la tentation. Fitness. Fitness, ouais. Fitness, ouais. Avec le monstre qui rend le personnage alcoolique et des choses comme ça. Moi, il y en a un qui m'a un peu déçu, c'est le monstre politique, qui avait rien de particulier. Et c'était quoi? Est-ce que tu peux... Le drapeau français sur la gueule. Ouais, est-ce qu'il y avait... Parce que tu vois, ils ont tous, il y en a un qui a 4 bras, l'autre c'est un serpent. Il y avait une idée derrière ou c'est juste dit... L'idée derrière, c'était un peu le perso, donc c'est un perso qui a fui, qui a quitté la France, et il est un peu torturé par le côté est-ce que j'ai pas fui mon pays, mes responsabilités, qu'est-ce que j'ai laissé derrière moi, est-ce que il y a toute la politique du pays, tu sais, le côté un peu, je m'en occupe plus, j'ai fui, quoi. Et il y a beaucoup de... En fait, il y a un côté un peu frustrant parce qu'on voulait, pour que ce soit intéressant, qu'il y ait beaucoup de yokai, donc on va dire, il y en a peut-être une dizaine, et en même temps, on n'a pas pu tous les développer. C'est aussi pour ça qu'il y a l'album derrière qui permettait de aussi traiter d'autres sujets, tu vois. Mais c'est vrai que c'est un peu frustrant parce que tu le vois, et en fait... il n'y a pas d'interaction particulière avec. Oui, c'est ça. Il crache pas du feu côté rouge ou de la glace. Ouais, non, c'est un peu ça. Tu sais, il a un truc où, genre, par ses aisselles, il crache un liquide, un peu un espèce de truc dégueulasse, quoi. Et c'est vrai que c'était un peu aussi, pour symboliser le côté, t'es parti loin, t'es tiraillé, quoi. Moi, je l'ai vu un peu comme l'obligation de se positionner, parce que c'est un mec qui a 3 visages, et tu vois qu'il va de Mélenchon à Le Pen, presque. Enfin, t'as l'impression. Ouais, c'est pas vraiment ça, les refs, mais c'était un peu... C'est plus la France. Dans le film, on l'appelle la France et tout. Et c'est vrai qu'il dit un peu, t'as quitté ton pays. Mais c'est vrai qu'effectivement, ça représente les deux parties plus le milieu, quoi. Ouais. Et ça aurait été fait. Après, il y a juste des aspects pratiques qui est que, par exemple, ce yokai, il est en full animatronique. Il y a un cascadeur à l'intérieur et il ne voit rien. Vraiment, il voyait rien du tout. Et du coup, c'est des trucs aussi où on s'est dit, bon, ce yokai, il est là. On fait un clin d'œil au côté Exode. Et en fait, on voyait ça aussi un peu comme un film comme les Gremlins, où en fait, t'as plein de Gremlins et t'aimerais bien tous les développer, mais des fois, juste le petit côté clin d'œil, il fait plaisir, tu vois. Moi, je l'ai vu aussi un peu comme Zoltan, le truc de se positionner, parce que t'as une phrase aussi du personnage du père qui dit, il y a tel événement politique, et tu dis, je fais pas de politique. Et moi, j'ai vu aussi un peu comme ça, en mode, tiens, il y a le démon qui te dit, qui te dit, reviens, c'est ça. C'est pour illustrer aussi la pression que vont mettre certains politiques sur les artistes pour un peu aller de leur côté, tu vois. Et c'est vrai que quand le perso... L'idée, en gros, j'ai pas encore pitché le film, mais pour ceux qui connaissent pas du tout, c'est genre un chanteur qui est parti un peu parce que sa femme est enceinte, donc il est parti pour un peu fuir ses problèmes. Ses problèmes, s'ils sont en métaphore les yokai. Et petit à petit, chacun de ces problèmes reviennent. Donc du coup, c'est aussi la métaphore d'une pression supplémentaire de devoir faire des trucs politiques, quoi. Mais du coup, moi, j'avais une question. En fait, quand je regardais ton film, je me suis posé la question tout le long du film. Est-ce que c'est Orelsan, le personnage qu'on nous a vendu dans les premiers albums, qui est un peu nonchalant, qui sait pas trop ce qu'il veut, qui est interprété, ou c'est la vraie personne avec les vraies anxiétés que tu incarnes de base?
C'est plus de la fiction. De la 600%. C'est plus, on s'est dit en fait, en plus comme avec David, on faisait des clips, on s'est dit dans chaque clip, c'est une version alternative d'un Orelsan, ou même, par exemple, quand on faisait Bloqué, c'était un Orelsan feignant, un peu un Orelsan buddy movie, très naïf, ou quand je faisais Commencer loin, c'était un Orelsan peut-être un peu plus réaliste. Et là, on s'est dit, c'est bizarre de parler de moi à la troisième personne, mais bref, on s'est dit, là, c'est un Orelsan qui a fui, donc il est assez lâche, et en fait, on a quand même construit globalement les névroses par rapport au fait qu'il a fui. Et aussi par rapport à des sujets qu'on voulait traiter. Par exemple, il a un problème avec sa famille. Moi, j'ai pas de problème avec ma famille. Il a un problème avec... qu'est-ce qu'il y a ? Il y a plein de trucs. L'anxiété des réseaux, à un moment donné. L'anxiété des réseaux. Il reçoit plein de messages et bim, il balance le téléphone et tout. Il est en direct, ouais, c'est ça. etc. Mais après, ce qui est fun, et on voulait surfer sur cette limite réalité-fiction, et en plus, on l'a écrit à deux, donc il y a des trucs de David, des trucs de moi. Mais ce qui est cool, c'est de jouer là-dessus. Et ce qui est à la fois bizarre, c'est qu'en fait, t'écris bien aussi quand c'est des trucs qui partent de toi. Et des fois, en fait, t'écris des trucs, c'est de la fiction, quoi. Donc, c'est ce que, j'en parle souvent, mais c'est ce que Paul Schrader, scénariste de Taxi Driver et tout, il disait. En fait, il faut prendre une partie de soi-même et trouver, en tant que scénariste, le moyen de rendre ça fun et dynamique, même si c'est une vraie névrose, quoi. Mais après, t'en fais un truc, une fiction, quoi. Ouais, exactement. Mais ce qui est un peu bizarre, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu le truc un peu genre le melon égocentrique, alors que comme on est parti... en fait, déjà, comme c'est une idée de David à la base, je m'étais pas mis là-dedans. Et une fois que t'es parti à écrire, je réfléchissais même plus que c'était Orelsan, tu vois. Et c'est pas un risque de t'enfermer dans ce concept-là et qui fait que si un jour tu veux faire un film par exemple, qui se passe au Moyen-Âge, t'es obligé d'être Orelsan tout le temps Ce serait gaulerie. Mais non, mais en fait, c'est vrai qu'avec le recul, je me dis, peut-être si on avait choisi, genre, c'est pas un chanteur, on traite les mêmes problèmes, c'est genre un mec, je sais pas, un gars, il est boulanger à Caen et peut-être on aurait eu un recul différent sur le film, tu vois. Mais c'est un choix qu'on a fait, voilà. Tu fais des choix, tu pars dedans. Ça paraît même la continuité de tout ce que tu fais. Ouais, exactement. Mais je parle dans un futur où tu voudrais refaire d'autres films. Bon, j'aimerais trop, bien sûr. Un barde au Moyen-Âge, un troubadour. Non, mais tu vois, Bard, c'est déjà un peu proche de ce que tu as fait. J'ai pas d'autres inspi, putain. Je sais écrire que mes trucs. Mais oui, bien sûr, j'aimerais trop. Quand je vois le film et tout, je me dis c'est un film qui est fait un peu pour les fans d'Orelsan, parce que pour moi, tout le long, par exemple, t'as dit pour certains, il y a un problème d'ego, etc. On pourrait croire que c'est égocentrique, mais en fait, j'ai l'impression de revoir le Orelsan qui a fait pour le pire, peur de l'échec, en fait, qui croit pas en lui du tout, au contraire, qui est en mode échec, et ça parle aux gens qui se sentent pareil. Tout le long du film, j'ai regardé un peu la réaction des gens dans la salle, j'aime bien faire ça, et les gens, ils se sentaient concernés, hein. Parce que c'est bien. Le perso, il est face à un nouveau challenge qui est la parentalité. Et je pense que c'est t'as beau être artiste, réussir dans le truc, là d'un coup, c'est un. Comme tu dis dans une de tes chansons, tu sais pas ce que ça va être, quoi, d'être daron. Ouais, c'est ça. Ouais, puis il y a un côté aussi, en fait, on voulait jouer avec les temporalités dans le sens où il va avoir un enfant. Donc il a envie de faire, au début il fuit et il se dit en gros j'ai pas de problème, tu vois, enfin il embarque ses problèmes avec lui et on voulait faire un peu ce côté finalement plus ça va, plus ça creuse dans des névroses qu'il a jamais creusées. Et donc, c'est là où on fait aussi des allusions au passé. Et on se disait que ça allait plus vite d'utiliser un peu tout ce qu'on avait mis en place depuis 15 ans et d'utiliser tout ça. Et peut-être que ça faisait aussi, une économie d'exposition, tu vois, où on se disait, comme ça, il y a peut-être moins de trucs à expliquer, quoi. Je sais pas à quel point... si j'avais été un boulanger de Caen, on aurait dû faire le... du coup... Mais justement, moi, je sais qu'il y avait un caméo que tu avais fait dans un film qui s'appelle Felicita, que j'avais pas mal apprécié justement, parce que tu sortais un peu de ce rôle très orelsanien. Est-ce que c'est quelque chose que tu as envie d'explorer un peu plus dans tes capacités d'acteur justement ouais, j'aimerais bien. C'est vrai que Felicita, c'était cool, et puis ça faisait un petit caméo. C'est vrai que j'aimerais bien... Après, en fait, c'est tellement long de faire un film. Et là, j'avais en même temps envie de faire un album. Et du coup, je me suis dit, je suis parti sur un projet de 4 ans et tout. J'avais envie que ce soit un peu encore un projet un peu comme mes albums et continuer et faire une espèce de package où on retrouvait tout, mais à la moulinette du fantastique, quoi, un peu. Mais c'est vrai que j'aimerais trop. Surtout, forcément, j'ai des critiques, genre, il sait rien faire d'autre qu'Orelsan. Et ça se trouve, je sais rien faire d'autre qu'Orelsan, mais j'aimerais bien prouver le contraire. Moi, je sais que ça m'avait pas mal surpris sur Saitama, particulièrement, où je me suis dit, là, il donne de la voix quand même. Il sort un peu plus de son rôle d'habitude, quoi. Ouais, c'est vrai. Non, c'est intéressant.
Après, même dans Yoroi, il y a quand même des trucs où je sors de ma zone de confort quand c'est un peu plus premier degré. Quand, par exemple, à un moment, il y a une scène d'accouchement et tout. Là, j'ai pris beaucoup de C'est vachement bien pour le coup. Ouais, vraiment. Très drôle. Mais carrément, moi, je trouve le personnage d'Aurel Sama, en vrai, même, c'est sorti de la zone de confort. Ouais, c'est vrai, carrément. Il allait loin, le personnage. Moi, je trouve que oui et non, dans le sens où moi, ça m'a fait penser pas mal au Chant des Sirènes. Je suis pas le méga connaisseur, mais j'écoutais à l'époque aussi. Et ça me pensait à ce personnage un peu cynique, défaitiste, qui représente tous les problèmes psychologiques à cet homme-là. Est-ce que tu as remarqué que avec David, surtout, vous avez le 7e double de l'année en termes de cinéma. Comment ça ? C'est-à-dire qu'on a une année où il y a un Sinners, où il y a des doubles. Ah oui. Je crois que c'est le 7e film. Superman. Mais en fait, ça, on le savait. On s'est dit, le personnage, Orelsan négatif, le personnage Orelsan comme, je sais pas, les Chevaliers Noirs dans les Chevaliers du Zodiaque. En fait, c'est un classique. Et comme le film, on le voulait aussi un petit peu... esprit un peu manga shonen, on s'est dit vas-y on fonce dans les clichés et dans les clichés, c'est un exercice de style en fait, mais c'est vrai que il y en a eu beaucoup. Cette année c'est marrant, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup. Et en plus c'est un peu à double tranchant parce qu'au moment où il arrive, à la fois ça relance le film et à la fois on part sur autre chose, donc c'est vrai que c'était un parti pris. Moi c'est un truc qui m'a perturbé un peu parce que dans cet esprit shonen, souvent, je crois que c'est toi qui le dis d'ailleurs en parlant de Sangoku, tu dis que Sangoku c'est quelqu'un qui convertit ses ennemis et que c'est un peu cette force-là. Et moi je m'attendais que les yokai, il ait ce délire de se dire j'ai une faiblesse qui est présente face à moi, un antagoniste quoi, et comment je retourne pour que ça devienne une force. Et en fait, au fur et à mesure, finalement, ils sont tous incarnés par Aurel Sama qui devient l'antagoniste unique. Quoi, complètement. Mais ça, franchement, en fait, le scénario, on a fait, je crois, on a fait au moins 27 versions du scénario. Et je pense que, parce que j'ai vu vos critiques et tout, et dans toutes les critiques, je dis, putain, ça, on l'avait dans une version du scénario. Et au final... Des fois, on prend un chemin, on est parti dans autre chose, on s'est dit que c'était trop évident et qu'on s'en doutait. Et au final, on a tout symbolisé ça dans une scène où les yokai deviennent gentils. Et on le met en place en plus parce qu'à un moment, il va y avoir une personne qui s'appelle Takeda qui explique en gros que chaque yokai, il ne faut pas les affronter frontalement, qu'il faut comprendre. Et tout ça, on avait des versions du scénar où on l'avait, et aussi, en vrai, pour des raisons de budget, à un moment, on a dû couper, condenser trucs, et c'est peut-être là où on s'est dit, peut-être ça n'a pas été bien bouclé, tu vois. Et en même temps, si tu penses ça, c'est que c'était un peu évident aussi. C'est clair, ça appelle à ça en tout cas. C'est vrai que ça donne envie. Ça appelle à ça, et tu t'attends presque à limite à un montage où tu arrives à convaincre tous les yokai de t'aider. Grave, bien sûr. Il n'y a qu'une scène, et c'est que c'est un peu perturbant. Et pareil, tu t'attends, et je pense que sur ça, il y a une différence aujourd'hui. Il y a une attente aussi d'avoir un peu de la compassion pour l'antagoniste et de réussir à le changer. Et ça, c'était un peu étonnant parce que j'ai l'impression que ça allait dans cette direction aussi, c'est vrai. C'est que là, il est exacerbé à mort, cet antagoniste. Non, on l'avait envisagé et tout, c'était dedans. Et au final, on a fait des choix qui font que finalement, on s'est dit, on l'a déjà vu 10 000 fois. À un moment, on s'est dit, vas-y, les yokai, c'est bon, on les a vus, on a capté, allez, on part à Paris. Et en fait, peut-être il manque ce petit truc, tu vois, mais je pense aussi que il y a l'album qui est là à côté. Et en fait, dans l'album, il y a chaque track, à un moment, est un yokai. Et dans la chanson de la fin, on reprend des bouts de chaque morceau où il explique un peu ce qu'il a compris, comment justement combattre chaque démon, un peu, qui est aussi la fin du film. Mais vu que dans l'album, c'est beaucoup plus poussé, ça, on l'a plus. Et donc peut-être aussi le fait d'écrire les deux en même temps, je me suis dit ça ils le comprendront dans l'album, et c'est pas si simple à comprendre finalement parce que le film il est au cinéma, l'album il est là. Moi j'ai eu de la chance, j'ai écouté l'album sur l'aller le retour avant d'aller voir le film, donc j'avais le full package. Oui, parce qu'en plus tu joues Aurel Sama dans l'album, c'est ça. Et moi je trouve en fait le cross plateforme comme ça il marche difficilement, c'est très très compliqué. Si on n'est pas fan, ça match. Et je pense sur la longueur, peut-être ça le fera, tu vois, quand le film sera vraiment dispo, j'espère. Et c'est vrai que là, effectivement, je m'en rends compte maintenant, je me dis, tu sors du cinéma, l'album il sort une semaine plus tard, t'as plus les refs et tout, mais on va rééquilibrer. Plein d'avant-premières un mois à l'avance, avant la sortie de l'album. Moi, j'ai vu genre le 26, un truc comme ça, l'album est sorti le 7 ou le 8. Donc, tu sais, j'écoute l'album, c'est qu'il y a un truc. Si tu l'as vu le 26, c'est possible que t'aies pas vu la bonne fin. On a changé la fin. Comment ça ? En fait, on avait une fin qu'on a rajoutée trop tard et on n'a pas eu le temps de la mettre dans les avant-premières.
Et du coup, j'ai vu en avant-première du coup. Du coup, je l'ai vu le dimanche avant la sortie du film. Ah non, ça c'est bon, t'as vu la bonne fin, ouais. Et d'autres gens, bah en fait, tu vois, à la fin là, il y a Nanako, sa femme, qui revient et on fait un combat dans la zone mentale où elle arrive un peu habillée en évangélion là. Ouais. Ah oui, le ventre. Oui, avec le ventre. Et bah ça, sur les autres avant-premières, on n'avait pas encore remis cette scène dans le film. Pourtant, la scène elle est grave intéressante. Non, il y a une autre scène. Une autre scène, ok. Ouais, justement, parce que moi, c'est un truc qui m'a un petit peu déçu, que je trouvais bizarre, c'est que le film, il se lance comme un truc d'équipe. Et c'est ton personnage qui prend le dessus à la fin, alors que je m'attendais limite que ce soit la femme qui sauve la situation ou qui est vraiment ce truc d'équipe. Et il y a juste cette scène à la fin où elle revient. Et moi, je le voyais un peu plus comme ça. Je sais pas si c'était l'ambition à un moment ou c'était prévu. Bah non, justement, c'est plus à la base. En fait, on a écrit tout le film en subjectif d'Aurélien. Genre, il n'y a jamais de scène où Aurélien, c'est moi, où il n'y a jamais le perso d'Aurélien. Donc pour nous, dans notre tête, c'était vraiment son subjectif où en fait il ne voit pas, par exemple, si sa femme elle se barre, on le voit pas, il voit pas ce qui se passe chez ses potes en France, même le spectateur n'est pas au courant. Donc on a tout écrit en subjectif, ce qui était une contrainte. Et au final, finalement, comme il y a vachement de scènes où il est avec Nanako, c'est vrai qu'on a ce côté buddy movie. Et puis en fait aussi, on savait pas que le couple allait aussi bien marcher, tu vois. Et donc nous, on a écrit notre histoire où on suit un mec qui a un problème et à la fin il peut pas se reposer sur sa meuf tout le temps parce qu'elle lui reproche aussi de lui refourguer toute la charge mentale, et du coup au bout d'un moment on s'est dit notre perso il faut qu'il résoudre ses problèmes tout seul, tu vois, et c'est comme ça qu'on arrive à faire ce choix là. Et c'est vrai que Clara c'est une super bonne actrice. Finalement, je trouve que, après c'est notre film, mais je trouve qu'un bon point du film, c'est que le duo il marche bien. Et c'est vrai qu'en fait, tu te dis, t'avais envie que ça parte plus en, à la fin, t'es limite quoi. Frustré qu'il y ait plus duo, quoi, que ça soit lui tout seul, parce que moi, je le voyais. Pour moi, le film il commençait comme ça et c'était un travail d'équipe, parce que la parenté c'est un travail d'équipe aussi. Et c'est comme ça que je le voyais. Et à la fin, quand je l'ai vu éclipser, moi j'étais un peu déçu. Je me suis dit, en fait, c'est dommage parce que en plus, on parlait en off du fait qu'il manque des comédies, qu'il manque plein de films comme ça, mais des buddy movies, il n'y en a plus beaucoup non plus, quoi. Ouais, c'est vrai. Qui était cool. Non, pardon. Vas-y. Non, vas-y, mais en vrai, moi, j'ai pas interprété ça comme ça. Genre, je me suis dit, déjà, j'ai l'impression que par rapport à tout ce que le personnage y rencontre, en fait, il lutte contre ses propres démons internes. Et qu'à un moment donné, on a beau avoir le soutien des proches, on doit résoudre nos propres soucis, sinon on devient une charge pour les autres. Parce qu'il y a un passage dans le film où justement la femme, elle pète un câble contre lui. Elle lui dit au bout d'un moment, moi aussi j'ai mes problèmes, moi aussi j'ai mes anxiétés, etc. Donc le fait qu'à la fin il résout le problème tout seul, c'est fort de sens. Ça veut dire que les gens, ils ont beau t'aider, si toi-même tu t'aides pas et si toi-même tu n'y crois pas, ça fonctionne pas. Donc je me suis dit, comment je l'ai interprété. Ouais, bien sûr. C'est exactement ce qu'on s'est dit. Ah, ok. C'est cool. ça. Je crois que t'as la bonne réponse. Ah ouais. T'as vraiment la bonne réponse. Et après, c'est vrai que forcément, il y aurait peut-être eu encore une autre résolution qui serait, et maintenant, on avance à deux, et comment est-ce qu'on va résoudre. C'est vrai qu'ils ont ce truc où à un moment, donc elle lui reproche de lui filer toute la charge mentale, et elle lui reproche de trop se reposer sur elle. Et c'est vrai que ce truc, on l'a résolu dans des phrases à la fin par des dialogues. Et donc pour nous, dans le scénar, c'était résolu. Et c'est vrai que des fois, de toute façon, vous savez, vous écrivez des films et tout. Des fois, ce qui passe que par le dialogue, ça peut manquer. Il aurait fallu symboliser ça peut-être en duo, tu vois. Puis ça sera plus simple quand il y aura la VOD, des extraits, les gens vont pouvoir plus comprendre les choses, parce que le film va prendre vie quand il sera dispo partout. Après, il est encore en salle, on a encore des copies. Oui, après, bien sûr. Je suis vraiment là pour vous dire d'aller au cinoche, les gars. J'avais une question sur l'armure, parce que clairement, on voit un fantasme de base de se dire d'un perso qui se gaule une armure. Et d'ailleurs, je sais que tu aimes beaucoup les Chevaliers du Zodiac et tout ça, tu avais fait le clip à l'époque. Mais cette armure, il y a eu un moment où vous vous êtes dit on va en faire plus que ce que c'est dans le film, où elle va évoluer, elle va avoir des pouvoirs. Parce que c'est un choix, ça, c'était dans une version alternative du scénar aussi. Mais justement, on s'est dit, et c'est ça qui rend le film un peu hybride, on s'est dit c'est pas un film de super-héros, cette armure c'est juste un fardeau pour lui. Et à la fin, on laisse entendre que peut-être, vu que c'est elle qui fabrique les yokai, tu vois, peut-être il y a quelque chose derrière. Mais ouais, bien sûr, c'était complètement dans les discussions. Mais justement, on a fait le choix un peu. Et en fait, c'est ça qui rend le film un peu hybride aussi, c'est que nous, on était dans des rêves un peu Spike Jones, un peu, tu vois, des films où... Ouais, Max et Maxi Monstre, vous parlez de ça, notamment. Mais c'est ça qu'on voulait un peu, avoir des scènes un peu à la fois juste de dialogue de couple et en même temps ce truc d'armure que nous on trouve que c'est un point fort du film, que c'est pas un film de super-héros, mais c'est vrai que
quand tu le places comme ça sur l'affiche où tu as un mec en armure. C'est le marketing et tout. C'était un peu. Tu peux avoir une frustration. Même les commentaires, quand j'avais commenté la bande-annonce, ils disaient encore un film de super-héros. Mais déjà, la bande-annonce, on ne dirait pas ça. Mais c'est que l'affiche donne ça aussi, quoi. Ouais, complètement. En termes. Ouais, et puis en fait, ce qu'on a fait, c'est assez hybride. Donc. C'est difficile à classer aussi, quoi. Ouais. Non, mais puis je pense qu'il y a un côté aussi que moi j'ai bien aimé. Bon, c'est le mélange des genres. Et est-ce que vous êtes dit à un moment, vous avez envie d'en faire plus musicalement parce qu'à la fin, Aurel Sama, il fait du slam. Ouais, en plus, il dit que c'est pour ça que je dis qu'il n'aime pas le slam. Et du coup, il fait du slam tout le long. À un moment, vous avez dit, en fait, on a envie de faire quelque chose de plus, peut-être dans une comédie musicale ou parce que c'était moi, j'ai adoré ce passage parce que justement, ça changeait le rythme et le tempo. Et puis j'aime bien les musiques aussi. Je crois que tu en as parlé chez Combini où tu disais qu'il y avait, je sais plus où, mais il y avait tellement de tracks différentes et de genres différents. Je trouve que ça colle bien. Mais le fait que l'antagoniste soit aussi de la musique, une musicalité, contrairement aux autres, je trouve que c'était vachement intéressant pour le coup. Est-ce qu'il y avait une ambition d'aller plus loin peut-être par rapport à ça? Bah déjà on l'a fait dans le sens où il y a 80 titres inédits dans l'album, il y a 80 titres inédits dans le film en tout, c'est-à-dire on a fait chanter des chanteurs japonais sur des morceaux à moi qu'on a remixés, il y a des chanteurs coréens, il y a plein de titres inédits, mais c'est pas moi qui chante. L'album non, pour l'instant, il n'est pas disponible. Et pour l'instant, en fait, c'est l'album que j'ai sorti. Il y a des bouts de tous ces tracks un peu partout. Mais je vais expliquer bientôt un peu plus clairement. Et on avait fait des parties où j'avais mis plus de morceaux à moi dessus, mais on trouvait que ça devenait trop explicatif et qu'on ne savait plus où on était. Et du coup, c'est là où on trouvait qu'on franchissait la barrière de l'égocentrisme, tu vois. Et depuis, j'ai vu K-pop Demon Hunter. Et je me suis dit, j'ai trop kiffé, moi, K-pop Demon Hunter. Et je me suis dit, ça marche, tu vois. mais nous, quand on l'a fait, on l'a testé. Hein. On l'a fait, on avait des parties un peu plus musicales, mais on trouvait que après, du coup, pour partir en coup. Enfin, visuellement, ils peuvent partir tellement loin aussi ça. Mais il y a un côté d'animation aussi, je trouve, dans Yoroi, très libre. Mais je pense que le dosage, vous êtes allé au max quasiment de ce que vous pouvez nous, on a tirer, trouvé. Il y a des morceaux qu'on avait mis en synchro sur des scènes et tout, et en fait, on trouvait que c'était le truc. Du coup, il y avait trop d'Orelsan et on savait plus si c'était le perso, moi. Ouais. C'est ça la limite qu'on a choisi. C'est une ligne compliquée de faire de l'autofiction un peu, comme un peu. Moi, je pensais à Michel Blanc dans Grosse Fatigue. C'est ce truc où tu te dis, c'est vrai que t'es perdu entre la réalité, est-ce que c'est le vrai, c'est le faux. Tu vois, c'est quand même un challenge en plus que de faire un film sur d'arts martiaux au Japon, que de faire un film avec des monstres en animatronique. Enfin, vous êtes mis un nombre de challenges à la suite qui est... et un premier film. Parce que c'est vrai que comme il y a du budget... Son premier long métrage, David. Premier long métrage. Et c'est vrai que comme on a un gros budget, on va pas avoir la ferveur des critiques de dire c'est un premier film, mais c'est un premier film. Et donc, je trouve que David, il a fait un travail extraordinaire. Surtout, est-ce que tu avais un peu de crainte à déléguer? Parce que sur Commencer loin, tu étais avec un co-réalisateur, si je me souviens bien aussi. Ouais, il y avait Christophe Offenstein qui avait co-réalisé. C'est ça. Est-ce que tu avais de la crainte de dire est-ce que ça va m'alléger ou est-ce que je vais être plus frustré des choix qu'il pourrait prendre par moment? Non, ça m'a allégé. Ça m'a allégé. Et je suis absolument pas intervenu sur la mise en scène, quoi. Ça veut dire c'est vraiment toute la DA, toute la mise en scène, c'est 100% David Tomaszewski. Parce que aussi, il a une touche particulière. Il savait la grammaire qu'il voulait mettre, David. Et il savait que, par exemple, aucun combat n'est accéléré. Il ne voulait pas d'accélération. Ni de ralenti, même. Je crois qu'il y en a vite pas. Fait, il y en a très peu. Il voulait très peu de ralenti. Il voulait une grammaire, sobre, pas trop de mouvements de cam dans tous les sens, qui est souvent les erreurs de clipper, tu vois. Donc c'est cool qu'il n'ait pas fait ça. Et même sur la direction d'acteur et tout, c'est vraiment David qui a fait à 100%. Et moi, ça m'a allégé parce que j'avais déjà... Juste de temps en temps, je proposais des blagues, ou enfin, je faisais mon truc d'acteur, quoi. Je faisais des impros, ou des fois, comme j'ai écrit avec lui, des fois, je disais peut-être là, sur le scénar, mais sinon, c'est 100% lui qui a mis en scène. Et ça m'a plus allégé. Ouais. Vous en avez gardé des impros dans le film? Un petit peu, ouais. Ouais. Par exemple, quand on est devant le tableau, ce qu'on a mis un peu dans la bande-annonce, ça, c'est full impro. Okay. Qu'est-ce qu'on a gardé comme impro Parce que ça fait film de potes. Je pense que c'est ça que les gens ont beaucoup aimé. Ça fait film de potes. Et je pense que qu'on aime ou pas le film, le côté qui l'aide beaucoup, c'est le côté authentique.
Je pense qu'il fait sincère et c'est ça que moi j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que j'ai pas vu un projet cynique et c'est ça qui était cool et j'ai l'impression qu'en fait bon il y a un budget c'est vrai mais t'as l'impression que c'est de plusieurs potes dont David qui réalise qui s'est dit vous êtes tous dit ok on fait un film avec notre kiff quoi. Ça on ressent ça transpire un peu ça c'est bien. Et j'ai l'impression que même les gens qui aiment pas trop reconnaissent ce côté très sincère. Tu peux pas nier déjà que vous avez tenté des trucs quoi. Ça c'est sûr. Non mais c'est déjà comme tu dis un premier film et tout la tentative elle est hyper honorable quoi franchement. Puis c'est dur, moi je trouve que c'est dur quand tu vois des gens qui font des clips de passer un long métrage d'1h55, quelque chose comme ça, 54 je crois. C'est long et c'est pas facile. En fait, on a un générique qui dure, je crois, un quart d'heure. Ça veut dire que le film dure vraiment 1h40. Parce que c'est vrai que quand tu vois, je me dis, mais attends, mais il dure pas 1h54 ce film, on a fait en sorte qu'il dure pas si longtemps que ça. Et en fait, le générique, il est maxi long. Parce qu'il y a beaucoup... C'est ça d'avoir des animatroniques. C'est des animatroniques. Et puis on a remis un morceau exclusif dans le générique. Et c'est vrai que non seulement donc David, c'est un pote de longue date, mais en plus, Olivier Afonso, Atelier 69, donc ceux qui ont fait les effets visuels, ils bossent avec nous sur les clips depuis 15 ans, c'est des potes. Les cascadeurs, c'est des potes. Donc on est vraiment sur un film vraiment où on a fait ça se ressent, c'est bien. Mais j'avais une question. Du coup, tout à l'heure, tu disais que tu avais peur d'avoir mis... Enfin, tu voulais pas mettre trop de musique, etc., pour pas qu'on dise que c'est égocentrique et tout. Mais en vrai, pour moi, quand on voit Aurel Sama, s'il y a bien un son qu'on attendait, c'était... je peux pas le dire, mais Petit Suisse Social. Je sais pas si je peux le dire en direct. Tu peux dire. Oui. Okay. On va voir ce qui va se passer. Suicide social. Je me dis, c'est vraiment le son que tout le monde attendait parce qu'en fait, ce son, il résume tout le comportement d'Aurel Sama. Genre qui casse tout, qui parle mal à tout le monde, qui manque de respect. En fait, qui envoie chez tout le monde finalement. Tu vois, moi, je l'ai ressenti sans le son. Et je pense que c'est ça qui est intéressant pour moi, c'est que moi, j'écoutais aussi beaucoup les premiers albums que tu as fait, moins parce que j'avais arrêté d'écouter du rap entre temps, grosso modo, mais ces chansons-là, moi, ça m'a fait penser à Suite Sociale, justement, avec ce personnage. Mais justement, pour moi, il n'avait pas besoin de chanter la chanson parce qu'on ressentait En fait, on ressent tout, mais du coup, c'est pour ça que finalement, quand tu dis, t'hésitais à mettre des musiques, mais en vrai, même sans les mettre, on ressentait directement, je trouve, l'intensité des personnages. On comprenait en fait là où on voulait en venir directement et tout. Bah ouais, c'était complètement l'idée. Et puis comme c'est un perso qui est quand même rattrapé un peu par son passé, qu'il doit mettre de côté et tout, c'est là où on fait des allusions, même, je sais pas, esthétiquement ou musicalement, à des trucs du passé, quoi. Et là, tu sors un film, un album, la réception critique de l'un et de l'autre, c'est quoi la grosse différence entre... De sortir un film auprès des gens et de sortir un album de musique. Franchement, c'est un peu pareil. Hein. Ouais. Les critiques ciné sont pas plus chiantes. Non, mais en fait, ciné, il y a quand même un truc où je vois que, comment dire, là après le film il est particulier et tout, donc il y a un côté, où je vois que les gens m'attendent au tournant parce que je suis pas un mec du cinéma dans leur tête. Et parce qu'on a un gros budget, et parce qu'on arrive avec un truc Sony et tout, tu vois, donc forcément, il y a plus le côté je joue mon propre rôle. C'est vrai qu'il y a eu des critiques là-dessus, tu vois. Et après, sur l'album, mais c'est dur de savoir les critiques maintenant parce qu'avec les algorithmes de TikTok, je vois tout et son contraire. Et en fait, des fois, c'est juste une question de goût, quoi. Ouais. Des fois, je vois des gens critiquer, ou même l'album, tu vois, où je me dis, ok, juste des fois, je vais me dire, tiens, ça n'a pas été bien compris. Et après, je me dis, ouais, ça, c'est pas ses goûts. C'est sûr que je pense qu'il y a une partie des gens qui avaient déjà des attentes très basses sur ce film. Il y a beaucoup de gens qui se sont dit, ça va être un méga navet, tu vois. Et souvent, les retours qu'on a, c'est, c'est pas naze, tu vois. C'est mieux que ce que je pensais. Ouais, c'est mieux que ce que je pensais. J'avoue que j'en faisais un peu partie. Bien sûr. Et je sais pas, c'est un concours de circonstances. Mais moi aussi, j'ai du mal à me rendre compte parce que moi, j'aime trop les films avec des monstres. J'aime trop aussi les films un peu hybrides comme ça. Je regarde pas mal de cinéma asiatique. Donc moi, dans ma tête, je me suis dit, mais tout le monde va se dire qu'il faut le voir, tu vois, un peu. Moi, je pensais que vous alliez être un raz-de-marée. Hein. Franchement, quand j'ai vu la première bande-annonce et tout, je me suis dit, putain, il balance du lourd avec cette culture japonaise qui est en France, un truc qui est hyper prégnant et tout. Et j'avoue que j'ai été surpris du décalage que pouvait y avoir en fait entre mes attentes, enfin dans le côté succès et le succès du film actuel. Ouais, quoi. je pense que c'est et puis aussi une question de goût, ce que les gens ont envie de voir. Après, moi je comprends, hein, tu vas au cinéma, ça coûte 15 balles, tu vas avec 3-4 personnes, tu as envie d'être sûr de ce que tu vas voir. Donc sur un film un peu hybride comme ça où tu sais pas trop, mais globalement c'est un peu ça les critiques. On a eu putain, j'avais pas envie de le voir et en fait c'est bien.
globalement. Après, c'est peut-être mon analyse perso, tu vois. Vous sortez à une période particulière où, dans le cinéma français, il y a 3 ans, tu sortais à la même époque, il n'y avait rien de particulier. Et là, il y a L'Homme qui rétrécit en même temps, il y a un Camelot, il y a Chien 51. Enfin, il y a eu une espèce d'abondance de films, de propositions un peu singulières. Et donc, la proposition qui est très singulière de ta part, elle passe un peu au milieu d'autres, et donc ça enlève un peu le côté exceptionnel de il y a un film français qui se passe au Japon avec des monstres, parce qu'à côté il y a un film médiéval avec des monstres aussi. En fait, il y a une espèce de truc, tu te dis putain, c'est étrange qu'aujourd'hui cette propale elle passe, alors qu'en fait à une époque ça aurait été genre waouh, putain, c'est quoi ce truc de ouf quoi. Donc c'est dur de me rendre compte, parce que moi j'ai pas le recul, parce que évidemment. J'aime ce genre, tu vois. Genre moi je vois n'importe... Non mais le genre que t'aimes, parce qu'on a des films, tu nous as confié, on en parlait peut-être un peu vite fait, mais c'est super niche. Ouais, bah oui, c'est ça, mais moi c'est ça que quand tu dis Japon et tout, je fais ouais mais attends, parce qu'il y a quand même Japon, mais il y a d'autres trucs dans le film. Et moi je trouve que le film de base, il est super niche aussi. Mais enfin nous on aime bien les films niches, même si on n'est pas dans la niche. Moi je suis pas du tout dans la niche vendeur de Japon, tu vois. Mais c'est ça qui m'a fait rire quand, alors que moi je me disais je sais pas, il y a aussi, c'est vrai qu'il y a aussi eu beaucoup de trucs faits au Japon dernièrement, tu vois, et que nous en fait on a traité le Japon comme un fantasme du perso, et comme lui il rêve de Japon, mais en fait c'est pas ça le Japon, tu vois, et donc on prend un peu le contre-pied de ça aussi, et voilà. Donc, mais c'est vrai que les premiers, il y a eu des a priori à la base, quoi. Juste avant peut-être de passer effectivement au film que tu as conseillé, il y a eu aussi une autre critique qui est ressortie, parce qu'on disait qu'il y avait des animatroniques, il y avait de la CGI, etc. Il y a aussi une autre critique à un moment dans le film où il y aurait des accusations d'utilisation d'intelligence artificielle. Alors justement, on en a parlé un petit peu en off, tu voulais revenir dessus. Qu'est-ce qui s'est passé justement avec ces plans-là ? Carrément, parce qu'en fait, il y a un moment où Aurel Sama en fait, pour ceux qui n'ont pas vu le film, ça va encore spoil, mais en fait, il va appuyer un peu sur tous les stress du héros, il va le faire stresser comme ça, dans cette espèce de slam, et il lui fait défiler des images de sa vie, et à un moment, il y a des images en IA. Et ça, on l'a conçu comme un peu un troll d'Aurel Sama, où il parle des médias, il parle des sujets actuels, et donc... Il fait exprès. Ouais, c'est ça, c'est fait exprès. Il fabrique des images. En plus, c'est vraiment des images bateaux qu'on aurait demandé à n'importe quel pote à nous de se filmer à l'iPhone... On les avait, tu vois, Et ça, on l'a fait en disant, c'est un sujet d'actualité. Aurel Sama, c'est un peu la caricature du mec un peu leader populiste qui surfe sur tous les trucs. Donc, on l'a mis là un peu en troll, tu vois. Et donc, forcément, mais il y a de l'IA, mais comme ça enlevait de job à personne, on s'est dit, il n'y a pas de galère, tu vois. Et après, sur toute la partie effets spéciaux, ça a été réalisé par MacGuff, donc une grosse boîte d'effets spéciaux en France. Donc même David, il a truqué 500 plans lui-même à la main, tu vois. Et par Atelier 169, donc Olivier Afonso, donc il y avait des animatroniques, il y avait plein de trucs sur le plateau. Après, dans leurs outils d'effets spéciaux, je sais pas comment dire. Je sais que maintenant sur Photoshop, tu vas avoir de l'IA pour effacer des trucs, mais ça. En tout cas, il n'y a pas d'IA générative qui va pomper dans le contenu des autres, qui ça est le problème. Après, c'est ça un peu notre position, c'est que nous, l'IA en tant qu'outil, on trouve que c'est bien, ça allège, ça aide. L'IA générative, c'est moins intéressant, quoi. Ouais, c'est ça, parce que ça va copier dans des trucs, mais nous, en tout cas, après, faudrait peut-être interviewer David et MacGuff précisément. Carrément, parce que, les pays qui viennent. Hein. Parce que j'étais pas non plus sur les... J'étais pas avec, avec eux derrière pour chaque effet spécial, même si j'avais quand même le nez dedans. Mais pour nous, on a été éthique, tu vois. Oui, bien sûr. Peut-être on peut passer à tes films. On demande à chaque fois à nos invités de conseiller 3-4 films. Tu en as choisi 3. Tu veux commencer avec lequel ? On peut faire Heroic Trio. Allez, tu nous fais le pitch ? Ouais. Bonne chance. Heroic Trio, c'est un film de Johnny To qui est sorti, je crois, dans les années 93. Qui est en gros les 3 superstars du film d'action, 3 superstars féminines du film HK de l'époque. C'est Michelle Yeoh, Anita Mui et Maggie Cheung, qui sont dans un espèce de film un peu à la Tsuark, ou un peu des films comme il y avait beaucoup à l'époque, border dessin animé, quoi. Super Nana. Ouais, c'est ça, un peu Super Nana, un peu...
comme il y avait l'équivalent, moi j'aime trop Tsuark, mais je me suis dit tiens je vais aller chercher un truc un peu différent, un peu comme il y avait des Mad Mission, la légende de Zoo, des trucs comme ça. Et du coup c'est 3 héroïnes qui doivent aller retrouver des bébés qui se sont fait kidnapper et elles ont un style particulier chacune, il y a des combats, il y a des empereurs, tout est en studio. C'est ça que j'aime bien, c'est que... Il y a du vent tout le temps. Il y a du vent tout le temps. C'est en studio, il y a des trucs vraiment en réel, c'est vraiment, tiens, on va te montrer ça passe pas, ça passe. À un moment, elles sont à 2 sur une moto, elles font une cascade, la moto, elle tourne comme un shuriken, elle arrive dans un méchant. Et à la fois, des fois, c'est très gore parce que c'est super violent. Il y a un mec qui bouffe ses doigts. Il y a un mec qui bouffe ses doigts, il dynamite des bébés. C'est horrible. Et ils font sauter des têtes. Pardon, il y a un bébé qui meurt. Et en même temps, c'est aussi parce qu'on s'est inspiré de ça pour le rôle de Nanako dans Yoroi. Parce que, après, c'est des actrices de ouf. Michelle Yeoh, c'est Michelle Yeoh, quoi. C'est Tigre et Dragon, c'est Everything Everywhere, plus tout ce qu'elle a fait. Et Maggie Cheung, elle joue dans In the Mood for Love, si je ne dis pas de bêtises, je pense que vous savez mieux que moi. Ouais. Et Anita Mui, elle joue, je crois, dans des Jackie Chan, Elle était une fois dans le Bronx, peut-être dans Police Story, peut-être je mélange un peu. Je sais plus, mais... Mais bref, ça, c'est vraiment les films que je sais pas, il y a 15 ans, je regardais que des films comme ça. Et franchement, je pense, tu regardes sa note d'Allociné, c'est peut-être 2, tu vois. Mais moi, ça me satisfait, quoi. Sur Letterboxd, il est plutôt bien noté, je crois. Plutôt bien vu, comme un film culte, entre guillemets. Et c'est le film le plus populaire du réal de Junito sur Letterboxd. C'est pas son style habituel. Il est pas plus contemplatif, posé. Plus des films de flics et tout. D'ailleurs, j'ai vu que les gens, ils avaient une autre lecture. On parle d'un trio féminin. Donc les gens, ils voient aussi un petit côté solidarité féminine. Au départ, elles ne s'aiment pas forcément. Après, à la fin, elles deviennent solidaires et tout. Enfin, dans les années 90, on est en plein dedans. Il y en a pas mal. Mais c'est vrai que le cinéma HK, il a des personnages féminins à l'époque qu'on n'avait pas du tout dans le cinéma occidental, quoi. En fait, ils avaient des héroïnes déjà qui se fritaient, qui foutaient des grosses tatanes à tout le monde et tout. Parce que franchement, les cinémas occidental américains, par exemple... années 90, il n'y a quasiment pas, quoi. Il y a Sarah Connor. C'est ça. Thelma et Louise, quoi. Mais c'est plus un peu indé que blockbuster d'action. Oui, c'est vrai. Oui, pas blockbuster d'action comme ça. Et c'est vrai que c'est ça que je trouvais cool. Les designs sont ouf, quoi. Maggie Cheung, quand elle débarque avec ses genouillères et tout, c'est vraiment... Moi, j'ai découvert aussi là cette semaine, c'est hyper inventif, c'est assez génial. Est-ce que tu as vu cette année qui est sortie Escape from the 21st Century? Non, j'ai pas vu. Je pense que ça, tu pourrais aimer du coup. J'ai pas vu. C'est très court, c'est quoi, 1h20? C'est peut-être 1h30, c'est très court. Chaque plan, il y a 20 idées, c'est chinois aussi et c'est super kitsch à mort. Et ça m'a beaucoup fait penser à ce film aussi parce que ils font des trucs qui aujourd'hui, en fait, le public il a un peu du mal avec ça parce que c'est à la fois très kitsch, c'est très hongkongais, voire chinois, et on n'a pas l'habitude en Occident. Et dès qu'il y a un film occidental qui sort par rapport à ça, les gens ils sont pas du tout réceptifs. Mais Escape from the 21st, je t'enverrai, tu verras. Mais c'est un film fou que j'ai vu comme ça avec que des idées, c'est 100 Beavers. C'est le même distributeur en France d'ailleurs, c'est Charlie de distribution, donc ils ont un petit nez par rapport à ça. C'était mortel, tout est fait sur After Effects en plus, je crois. C'est génial. Que des idées dans tous les sens. Je sais pas pourquoi je pense à ça, dans le sens vraiment, genre un plan, une idée, quoi. Et ce côté très cartoon aussi, c'est une adaptation de Looney Tunes, quoi. C'est ça. Le slapstick comédie à la Riken qu'ils font plus depuis. Buster Keaton, ils ont abandonné alors qu'en fait en Chine ils en font plein et ça cartonne. Les gens moi j'adore Stephen Chow, tout ce qui est Shaolin Soccer. C'est génial. Même je regarde encore ces derniers là, Journey to the West, des trucs comme ça, ça me plaît, quoi. Moi c'est vrai qu'il y a un truc que je retrouve aussi dans Yoroi et c'est aussi moi ça m'a fait marrer dès que tu allais en interview, les gens ils savaient pas présenter Yoroi parce que c'est genre un mix de plein de choses. Et en fait, ces films-là, c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'ils sont capables de passer d'une scène d'action tellement fantasque à un moment de romance ultra premier degré, à tuer un bébé dans la scène d'après. Tu vois, genre ils s'autorisent à voyager. C'est vraiment ça qu'on voulait faire aussi, avoir des fois c'est du premier degré et des fois c'est pas du premier degré, c'est un peu décalé. C'était vraiment ça les règles. Mais ça, c'est un truc qu'on a, je sais pas si on l'a perdu ou pas, mais en tout cas, c'est rare. Et d'ailleurs, quand tu arrives avec une proposition relativement hétéroclite avec plein de moods dans le film, les gens ils veulent mettre une case, ils disent c'est une comédie, c'est un film d'action, c'est un film sur un chanteur, et c'est vrai que c'est marrant de se dire qu'il
y a des cinémas, en fait, ils se posent pas la question, quoi. Les Coréens, et puis, pareil, souvent, tu passes par plein de trucs dans leurs films. Et peut-être les Gardiens de la Galaxie, c'est un truc où moi je retrouve ça, tu vois, où je vais pleurer un raton laveur qui c'est vrai. Les ruptures de ton, ça c'est vrai que c'est. T'as un Twilight que préféré? Moi j'aime bien The Blade. The Blade, il est bien. Après, avant, j'aimais trop Time and Tide. Ouais, Time and Tide. Mais Moi, il a grave mal vieilli, je crois. Ah ouais? Moi, j'aime bien. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Et après, il était une fois en Chine. Pour moi, c'est genre le classique. Moi, c'est Time and Tide aussi, mais c'est que la première fois que tu vois Time and Tide, tu comprends rien. Pourquoi il y a des Colombiens? Tu comprends rien. Après, tu le revois, tu captes le truc. Et puis à l'époque, c'était genre que quand c'est sorti, t'avais jamais vu ça, quoi. Mais du coup, ça a été tellement repris, tellement refait dans tous les sens que ça a peut-être perdu. C'est pour ça que je trouve The Blade, il a encore un truc un peu Mad Max cool. Et il était une fois en Chine, c'est un classique. T'avais vu l'année dernière le City of Darkness? Non, j'ai pas vu. Ça aussi, je pense que tu as bien aimé. Bah ouais, bien sûr. Il est sur ma liste totale. Les deux, la Escape et celui-ci, c'est sûr, tu vas kiffer. City of Darkness, je vois exactement. En plus, on a quand même pris des trucs en ref et tout. Je vois trop. T'as un deuxième film, peut-être le film de samouraï. Est-ce que c'est un film de samouraï même? Non, c'est pas vraiment. C'est Jackass au Japon médiéval. C'est un film d'Harakiri. Vous avez bien aimé, vous? Ça s'appelle Saya Samurai. Et c'est un film de... Comment s'appelle le réal déjà? Il s'appelle Hitoshi Matsumoto. Ah oui, Hitoshi Matsumoto. En fait, j'avais acheté un coffret de ce gars-là et il y avait 3 films. Il y avait Big Man Japan, Saya Samurai et un autre film encore plus fou. Les 2 autres sont beaucoup plus fous que Saya Samurai. Et en fait, c'est l'histoire d'un samouraï... donc un peu Ronin, je crois. Il a plus de boss, déchu. Il va en prison et pour sortir de prison, il doit faire rire. Sourire même. Ouais. Il doit faire sourire l'enfant de l'empereur qui est qui est triste en fait. Et du coup, le film, c'est quasiment que lui qui essaye de faire sourire l'enfant. C'est Jackass, quoi. Et donc, il fait des conneries, mais c'est le truc le plus triste et drôle que j'ai vu en même temps. Et ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais je me rappelle, je conseille souvent parce que c'est simple en fait. Tu pourrais... Pas besoin il n'y a pas de scène de baston, il n'y a pas de truc, mais c'est juste t'as un enfant triste et un mec encore plus triste peut-être qui essaye de le faire rire et la comédie et le... Enfin, je sais pas si ça vous l'a fait aussi, mais moi ça m'a ému. Ouais, mais en plus surtout il a le soutien de sa fille, il me semble, non? Il a le soutien lui-même de quelqu'un, d'un enfant du coup en vrai. Donc c'est émouvant. Surtout il gagne le soutien de sa fille en fait. C'est ça qui est un peu émouvant, c'est que sa fille au début elle le conspue un peu pareil parce qu'elle a... J'avoue qu'il faut quand même des valeurs, tu sais, faut être un peu au fait des valeurs des Japonais de l'époque parce que le samouraï il est genre déchu, donc genre même sa fille elle le trouve un peu. Sa fille lui dit de se suicider. C'est des valeurs que t'as pas nécessairement. Le film, la fille dit ça. Ça change, sans spoiler, mais on voit l'évolution en fait de leur relation aussi. Je trouve ça beau quelque part. Et puis surtout moi ce que je retiens c'est qu'en fait on peut pas forcer le sourire. Ça veut dire, si c'est quelque chose de naturel, ça doit être sincère en fait. Tu connais ton métier. Oui, c'est vrai. On peut pas penser ça, parce qu'il a beau faire tout ce qu'il veut. Si tu veux pas sourire, tu souris pas. Mais surtout, moi je trouve, il y a beaucoup un côté, vu que le film, tu le dis, il est très émouvant, il y a beaucoup un côté, je trouve, Kitano, quoi. Enfin, moi, on m'aurait dit que c'est un film de Kitano, j'aurais accepté. Je me suis dit, ah oui, c'est dans sa veine, quoi. C'est vrai, un peu plus de tendresse, quand même, je trouve. Mais oui, Kitano ou ce film-là? Non, ce film-là. Et la musique est dingue. Par contre, la musique, je sais pas ce qui s'est passé. Les gars, ils ont lâché un truc. Oh putain, la musique, et puis ça sans spoiler, ça finit en musique et c'est fou. Non, mais là, j'ai pleuré. Meguri, franchement. Et le mec, il ressemble à Dominique Pinon, mais en japonais. La première fois que je vais au Japon, je venais juste de regarder le film. Je vais dans un bar du Golden Guy et je tombe sur l'acteur comme ça, ivre mort, sur une banquette dans un bar. Tu sais, les bars où genre il y a 3 personnes. Ceux du Golden Guy. Je lui dis, mais t'es l'acteur de Saya Samurai et tout. Ouais, je crois qu'il a joué que là-dedans. Oui. Et je crois qu'il a été vu dans un talk show et en fait, il a été repéré par le réalisateur en disant. Il a pas l'air drôle ce type, je vais le mettre dans ce rôle-là, justement, parce qu'il a l'air bizarre. Ça fonctionne, il est génial. Et c'était rien que ça aussi, ça fait que j'ai de l'affect de ouf pour le film, parce que c'est comme t'arrives en France, tu tombes sur je sais pas qui, tu vois. Non, c'est trop bien, franchement, moi, il est super touchant, il est vraiment drôle, et c'est qu'il y a ce truc culturel
qui est à la fois dramatique et qui il y a des compétitions bizarres quoi. Comme tu dis, Jackass, c'est une bonne comparaison, j'avais pas fait forcément le lien. Il se met dans un canon, il se fait tirer dessus. Vraiment, je me suis dit, en fait, c'est Jackass Japon féodal quoi. Et puis il y a vraiment, sans spoiler, mais ça va assez loin et c'est hyper intéressant. Juste rapidement, peut-être ton dernier film qui parle aussi un peu comme de Zaya Samurai, de parenté, parce que c'est une thématique importante aussi. Parentalité, pardon. De lien de parenté. C'est Away We Go de Sam Mendes, parce que c'était aussi une de nos rêves pour Yoroi et que j'aime trop Sam Mendes, mais celui-là il est particulier parce que je trouve qu'il ressemble pas trop à du Sam Mendes. C'est un petit film, beaucoup de très naturel quoi en fait. J'adore les deux acteurs, Maya Rudolph et comment il s'appelle, John Krasinski. John Krasinski. Jim pour les intimes. Et du coup, c'est l'histoire en fait d'un couple qui vont avoir un enfant et qui cherchent où l'élever. Et à travers ça, ils vont te faire visiter différents styles de parents, différentes façons d'élever un enfant, et aussi revenir un peu sur leur vie passée et sur leurs amis, parce qu'en fait, ils vont dans plein de couples d'amis dans différents endroits des États-Unis. Et je trouve que c'est un film hyper simple, mais qui a beaucoup d'émotions, quoi. Ouais, moi c'est un film qui me dévaste. L'image finale, c'est un truc qui m'a marqué hyper longtemps. Enfin, le message, je veux dire, c'est un peu tout bête, hein, mais tu sais, le côté, la famille, en fait, c'est les Anglais, ça se phrase en home is where the heart is, tu vois. En fait, ça raconte ça, le film, c'est la maison, c'est là où tu te sens bien, quoi. Et je le trouve hyper touchant aussi. J'aime beaucoup. Ouais, vous avez eu le temps de le voir, tous? Tu l'as vu, Mimi? Celui-là, non. Les deux premiers, oui. Mais celui-là, non. C'est vrai, je vais pas parler. Je t'ai tendu un piège, je voulais ton avis. Je me suis dit, vas-y, celui-là. Je sais qu'avec Régé, on est un peu plus... Moi, je le trouve un peu académique, c'est ce qu'on s'est dit, un peu simple. Classique. Mais après, c'est bien fait. Ouais, c'est super bien fait. Puis la photo est jolie. Puis il y a une bonne alchimie des acteurs. Il y a une scène dans une sorte de strip club bizarre, bar qui est super touchante. Et il y a une belle révélation. C'est à Montréal. Faux Montréal, je crois. Vu que ça a bougé entre les États-Unis, le Canada, tout ça. Ouais, il bouge un peu partout. Il y a un peu choc des cultures et à la fois ce choc, il voit des potes hippies, je sais plus c'est quel, qui sont moins tolérants que avec la scène de la poussette aussi où ils disent en fait on n'a pas de poussette parce que non. Merci quand même, mais il y avait vraiment ce côté hypocrisie un peu américaine aussi. Parce qu'on on est peut-être pas parents et ça aurait plus impacté. Mais je pense que quand t'es pas parent, ça te fout le cafard carrément. Je pense que tu te dis j'ai pas envie. Mais je crois que c'est ça qu'ils ont voulu communiquer parce qu'ils cherchent le meilleur endroit. Mais peut-être il y a un côté où tu te dis. C'est vrai. Mais c'est cool, le côté road trip, j'aime bien parce qu'il n'y a pas beaucoup de films de road trip, même si on voit pas vraiment la route. Ils vont d'endroit en endroit, ça change et tout. Et puis oui, c'est mignon. Mais moi, je le trouve un peu simple et surtout. Au moins j'ai fini tous les Sam Mendes, là, je les ai tous vus, ça c'est cool, donc merci. Mais ça change par rapport à James Bond ou à American Beauty. Quoi. Ouais, c'est pas pareil. C'est son dernier film avant James Bond, je crois. C'est marrant, c'est réel qui, entre deux films un peu importants, font un petit truc. Tu sens c'est le truc personnel où il avait vraiment une envie de délivrer un truc. Quoi. Tu vois, Empire of Light, moi il m'avait beaucoup plus marqué. Je sais pas si vous l'avez vu, Empire of Light, pareil de Sam Mendes, il est sorti il y a 4-5 ans déjà, je sais plus. 3 ans. Et peut-être il tacle trop de choses dans le film. Mais c'est un film qui est magnifique. Je sais plus c'est qui c'est Dickens, je crois. Et c'est un super film. On t'a donné des devoirs, quoi. 3 films à voir. Je t'en trop bien. Mais qui sont super et tout. Et il m'avait beaucoup touché. Oui, je pense que celui-ci, je suis un peu déconnecté et je le trouve un peu simple. Mais oui, ça fonctionne. Les acteurs fonctionnent. C'est touchant. Peut-être ça fout le cafard. En effet, j'ai pas pensé comme ça. Maintenant, je vais y penser différemment. Il y a un petit truc. Mais après, c'est vrai que. C'est ça qui n'est pas évident aussi sur Yoroi, c'est que, ou même dans l'album, tu vois, c'est avec les sujets de parentalité, je me suis dit, allez, j'y vais. Je sais que peut-être ça peut être clivant, tu vois, parce que moi, c'est vrai qu'à l'époque, quand j'avais, je sais pas, 20 ans, j'ai pas envie de parler de ça, quoi, ça me gonfle, tu vois. Donc je comprends que. Moi, carrément. Après, c'est bien d'évoluer avec aussi, c'est une manière de t'exprimer, t'as besoin d'en parler. Ouais, carrément. C'est ça qui est intéressant dans le cinéma aussi, c'est qu'un film comme Away We Go, peut-être tu me le montres à 20 ans, j'en ai rien à foutre. Moi, je veux voir des gens qui se battent. Et c'est peut-être pour ça que je l'ai pas vu alors. Et c'est ça qui est fun, c'est de redécouvrir les films après, quoi. Pour voir des films plus tard, parfois, c'est ça qui est. Tu les revois, c'est génial. Avec l'émission, on se revoit plein de films qu'on a déjà vus. C'est cool parce qu'on les revoit différemment, ça nous change quand même dans la vision du truc. Écoute, on va pas prendre plus de temps que ça. Ça fait 1 heure. Je suis désolé, je dois vous laisser. Non, mais c'est déjà très bien. Merci à toi. Un grand plaisir. Ça me fait trop plaisir. Désolé, on n'a pas trop lu le chat. On voulait poser le plus de questions possible.
Je sais qu'il y a des questions de type est-ce que Yoroi arrive au Québec par exemple? Ah ouais, bah ça je sais pas trop. C'est pas trop moi qui gère cette partie-là. Mais il est sorti qu'en France? Non, peut-être en Belgique et en Suisse. Il est sorti France, Belgique, Suisse. Et après, je crois que ça se gère après, je pense. Bah, il est encore en salle. Allez-y, parce que c'est bien. Je dis parce que étonnamment, moi j'ai bien aimé. C'est bien, c'est encore disponible. Donc allez-y maintenant. Il est sorti il y a 3 semaines, donc foncez. Ça me fait plaisir. Nous l'émission continue. Merci beaucoup. On savait pas que j'allais venir. Il a pas dit que c'est bien parce que j'allais venir. Mais j'ai déjà eu des commentaires en mode t'as aimé Yoroi parce qu'au fait Orelsan vient dans l'émission. Je fais non. Il m'a prévenu il y a 2 jours. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est au dernier moment. En fait, dimanche, je me suis dit j'ai trop envie d'aller parler du film et voilà. Et en plus, j'avais vu vos critiques que je trouvais super intéressantes. J'avais aussi envie d'en parler. J'ai vu les trucs que vous avez pas aimés et tout. Et je me suis dit vas-y viens on en parle et tout. Je trouvais ça cool. Donc c'est pour ça que je t'ai envoyé un message. Trop bien. Mais n'hésite pas, t'es calé sur le cinéma hongkongais visiblement. Donc n'hésite pas à revenir parler de Tsuyark ou d'autres trucs. Ouais, c'est un piège parce que quand tu tombes sur des vrais mecs calés, là, je suis lié avec personne. Oui, mais après, il y en a pas beaucoup. Ça va. Il y en a 3, on les connaît. Ouais, c'est ça. On les connaît. La bise à eux. Écoute, l'émission continue. Juste te raccompagner. Merci le chat, merci beaucoup. Merci le chat.